ça, je me souviens aussi très très bien, c'était vraiment une douleur intenable. Je crois que j'étais à la cave ou je sais plus quoi, mais je me roulais par terre en fait tellement la douleur elle était physique. Et je pensais pas que c'était possible de souffrir autant, une douleur mentale qui se traduit autant dans le corps, c'était intenable. Cette série de podcasts est produite par L'Éveil. L'Éveil est une association œuvrant dans la réinsertion socio-professionnelle et le rétablissement du lien social dans le canton de Vaud, en Suisse. Depuis 30 ans, L'Éveil propose toutes sortes d'ateliers et de mesures pour stimuler la créativité, le renforcement de la connaissance et de la confiance en soi auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Derrière les chiffres et les statistiques, des personnes, des êtres humains dans toute leur complexité, avec des parcours aussi uniques que banals, autant miraculeux qu'ordinaires. Dans cet épisode, vous écouterez Jonas, qui nous parle de son parcours professionnel destructeur. Merci à lui de nous partager son témoignage et bonne écoute. Ce témoignage peut aborder des thématiques compliquées telles que la dépression. Pour plus d'informations sur l'éveil et ses activités, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans le podcast numéro 0, le premier de la série. Je m'appelle Jonas, je suis né en 86 à Morges. J'étais un enfant plutôt discret, réservé, introverti, mais aussi curieux, dynamique, sportif, sociable. Et j'ai grandi dans une famille plutôt privilégiée maintenant que je regarde en arrière. En tout cas, pas de grosses cassures, pas de gros divorces, pas d'énormes trucs qui font que tout est déjà secoué très tôt. Donc ça, c'était plutôt des bonnes conditions, des conditions privilégiées aussi pour aller à l'école, pour apprendre, pour avoir un cadre serein. Donc ça, c'est pas négligeable. Très très vite, j'ai été très curieux. Je lisais tout le temps des BD, des encyclopédies, pas des romans, pas des pavés, des gros livres, mais plus des livres illustrés déjà. Donc peut-être qu'il y avait déjà un intérêt pour l'image, mais en tout cas les BD, les encyclopédies style Science et Vie Junior. Il y a d'autres choses qui sont venues un peu plus tard, comme la musique, comme le sens visuel, esthétique et des arts visuels en général. Ça, c'est venu un peu plus tard, vers l'adolescence. Et puis, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. J'ai fait l'école secondaire, ensuite le gymnase, en baccalauréat, après l'ERACOM, un CFC. À l'époque, ça s'appelait concepteur multimédia. Maintenant, c'est interactive media designer. Ouais, ça date. Donc jusqu'à là, ça a plutôt bien été. Et puis en sortant des études, une semaine après avoir eu mon diplôme, j'ai été pistonné par un ami de ma classe et j'ai eu mon premier taf en sortant des études. Et c'est là que ça a commencé un petit peu déjà à se compliquer. C'est là que j'ai commencé en fait à me sentir inadéquat dans le monde professionnel. Et sauf que j'avais absolument aucune expérience, donc c'était dur de comparer, enfin, ouais, d'avoir des points de comparaison et de me rendre compte de ce qui était normal ou pas. Donc dans mon premier taf, les conditions étaient ok, plutôt bonnes, mais le problème c'était le patron. C'était un gars qui adorait micromanager, qui nous surveillait sur Skype à l'époque. Donc, petite anecdote, imaginez, vous êtes à votre poste de travail et vous avez Skype branché. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'était un logiciel de messagerie instantané, appel audio vide. Enfin, ouais, c'était un peu le WhatsApp professionnel, quoi. Pas que professionnel, mais voilà, en tout cas, les entreprises utilisaient souvent. Et on pouvait aussi chatter. Donc, imaginez, vous taffez à votre poste et puis d'un coup, il y a un message
Hello, t'es sur quoi? Tu fais quoi? T'es sur quel projet? Et puis si on répond pas dans les secondes qui suivent, tout de suite il commence à s'exciter. Allô, t'es où? Tu fais quoi? T'en es où? T'es où? Etc. Et il commence tout de suite à agresser comme ça. Et c'était ultra stressant. Après, il descendait, il venait voir à notre bureau, il s'asseyait à côté de nous. Euh, j'avais ma maquette, je me souviens, j'avais ma maquette. Donc c'était en 2009, hein, juste pour situer le contexte aussi. Euh, on faisait encore les maquettes web avec Photoshop. Et je me souviens, j'avais mon Photoshop et puis lui, il était juste à côté. Et puis il me faisait faire des ajustements au pixel près pour que ça soit comme lui il pense que c'est bien. Donc ça- je me souviens, ça m'est arrivé d'avoir bougé un logo de 1 pixel et qu'ils me disent ah ouais là comme ça c'est mieux. Donc c'est juste pour illustrer à quel point le contrôle était irrationnel et absurde et bah ça en fait pour quelqu'un qui est jeune et qui sort des études et qui se rend pas compte et qui a du mal à mettre des limites. C'est la recette pour devenir, anxieux, hyper vigilant, toujours inquiet, du patron qui va nous tomber dessus, donc ça a duré 3 ans et au début, j'ai pas tout de suite compris parce qu'évidemment, j'avais juste fait ah, vite fait des jobs d'étudiant à côté, comme téléphoniste, des choses comme ça qui étaient déjà stressants, mais j'avais très peu de points de comparaison et à force d'avoir cette emprise de ce gars-là, heu, mon corps a commencé à parler à ma place, donc j'ai commencé à développer une dermite, séborrhéique sur, toute la tête. En fait, le visage, ça a commencé dans les sourcils et après progressivement, c'est venu, sur le cuir chevelu, sur le visage, dans la barbe, un peu partout. Une dermite séborrhéique, pour vous montrer aussi à quel point c'est handicapant parce que en gros, je n'ai pas réussi à me débarrasser de ce problème depuis, cette époque-là. Donc, en gros, c'est juste, des plaques légèrement rouges, mais qui démangent et après qui squament. Donc, on est tout le temps en train de peler, ça fait des plaques qu'il faut aller enlever à l'aiguille ou à la pince à épiler. Ça fait tomber les cheveux, bref, c'est vraiment de la merde. Et puis, bah, justement, à force d'avoir, contenu j'ai tout gardé en moi, en fait. Je savais pas comment m'exprimer, je savais pas dire non, non plus, je savais pas qu'est-ce qui était normal. Donc j'ai toléré ça pendant plusieurs années, c'est venu graduellement jusqu'à ce que, bah, voilà, le corps, il appelle à l'aide et puis au bout d'un moment, le corps, il parle tellement fort qu'on ne peut plus l'ignorer. Donc quand ça commence juste vite fait, un ou 2 petits squames dans les sourcils, on fait pas attention, mais quand ça commence à prendre de l'ampleur, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et à l'époque, ben, j'avais pas du tout l'habitude de faire de l'introspection, même d'anticiper en fait que le monde autour de moi pouvait être comme ça, hostile. Donc j'ai mis quand même je pense 2 ans avant de me rendre compte que ça allait pas. Et après 3 ans, c'est moi qui ai choisi de quitter cette boîte. Un petit peu à contre-cœur quand même parce que les conditions étaient bien, les horaires étaient respectés, les conditions, ouais, c'était correct, il y avait pas d'heures sup, c'était le meilleur salaire que j'ai eu en sortant des études. Il était pas faramineux, mais c'était le meilleur salaire que j'ai eu sur 13 salaires avec 5 semaines de vacances. Donc voilà, c'était pas de gaieté de cœur que je suis parti, mais c'était juste plus possible pour ma santé. Donc et je pense que j'ai fait le bon choix, j'aurais même dû partir avant. On est en 2012, je crois. Je quitte, finalement cet emploi après 3 ans, de souffrance et ben, la suite, c'est plusieurs agences en tant que graphiste, à gauche, à droite, des expériences professionnelles qui s'enchaînent, plus ou moins mauvaises, toutes. Pas que mauvaises, mais
J'ai testé aussi une année en indépendant. J'ai rejoint 2 personnes qui avaient déjà des clients. Ça avait bien commencé. Il y en a un qui a vrillé, c'est parti en couille. Ensuite, j'ai fait 3 mois d'essai dans une autre boîte. Ensuite, j'ai fait encore une autre boîte, encore une autre boîte. Voilà, j'ai essayé de changer de crèmerie plusieurs fois en pensant que les problèmes seraient différents ailleurs, mais finalement, bah oui, ils étaient différents, mais il y avait toujours le même type de problème et d'environnement en fait inadapté, en mode agence de communication. Et puis, il m'a fallu un moment, beaucoup de, beaucoup de persistance et d'acharnement en fait pour me rendre compte que c'est un milieu qui me convient pas. Donc ça a duré encore quelques années. Euh, donc le premier taf c'était en 2009, donc j'avais 23 à peu près, 24. Et ensuite jusqu'en 2014, j'ai testé différentes boîtes, différents trucs. Avant ça, j'avais déjà fait 2 stages de 6 mois dans 2 boîtes différentes qui n'ont pas voulu me prendre. Euh, Et à ce moment-là, en 2013, je crois, j'étais dans une agence, enfin c'était plus une boîte de vente en ligne assez connue de la région, mais qui a aussi son agence en interne. Et puis bah là, ça c'était... Alors pour moi, c'était extrêmement compliqué parce que déjà il y a eu une erreur de profilage. J'étais un peu trop manager. Euh, Travailler la terre, moi, j'arrive assez bien. Gérer la ferme, un peu moins bien. Donc, ils m'ont mis à ce poste que j'ai dû réajuster par la suite. Voilà, capitalisme impitoyable, ambiance, euh, goulag. Après, il y a certaines personnes à qui ça convient très bien, des gens qui sont en mode start-up, qui adorent travailler, faire des heures au bureau, s'investir, être en mode on est chaud pour le taf. Ce genre de personnes, elles s'épanouissent dans ce genre de taf. Moi, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Je suis beaucoup trop introverti, calme, équilibré, tranquille. Clairement, je vis pas pour le travail. Donc ça, c'était de nouveau compliqué au niveau de la sphère professionnelle. Par contre, le reste, ça allait plutôt bien. Donc à cette époque, c'est aussi en regardant en arrière que je constate ce genre de choses. Parce que sur le moment, on se dit toujours qu'il faut mieux, plus. Mais à cette époque-là, en tout cas, mon groupe de musique avait gagné un concours national qui nous a donné un modeste succès régional. Mais en tout cas, ça allait bien. On avait beaucoup de concerts, d'opportunités, de partenariats. On était toujours occupés. On avait plein de choses. On a fait des premières parties. On a enregistré. La dynamique était bonne. Donc ça, il y avait du potentiel à développer. Mon réseau, il était plutôt bien aussi. Euh, pas mal de, pas mal de connaissances et d'amis, d'opportunités, toujours le téléphone qui sonne, des choses à faire, très peu de vide en fait. Donc ça, c'était assez florissant aussi. Et je venais de rencontrer aussi donc une fille, ma copine à l'époque, avec qui ça se passait très bien aussi, avec qui on envisageait même de construire un futur. Donc la situation professionnelle, toujours tendue et compliquée, mais le reste, ça allait plutôt bien. Et c'est là que ça a commencé à vraiment partir en couille. Donc je pense que l'épicentre du séisme, le set de casseroles Ikea qui se pète la gueule dans les escaliers, c'était la rupture avec mon ex à l'époque. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a mis à terre pendant des années. Pendant des mois, c'était minute après minute, une souffrance constante, tout un monde qui s'écroule. J'étais plus que l'ombre de moi-même. Ça m'a tout pris en fait. Un beau soir,
un soir funeste, je reçois un petit message. Je sais plus exactement la tournure, mais c'est un truc du style il faut qu'on parle. Donc, ce genre de message, on sait très bien comment ça va finir, mais je me doute pas que ça va être aussi catégorique et radical. Donc, j'y vais en me traînant. Je sais plus comment je suis allé. J'y vais en voiture, je crois. Euh, c'est à la Blécherette. Je me pars quand on est au premier. C'est des escaliers. C'était le soir, donc il faisait nuit. Soir de novembre, je crois. Je rentre et évidemment, quand quelque chose va pas, on sent tout de suite dans le non-verbal, sans les mots, on sait. Dès que j'entre, je sais que ça va être compliqué, mais je sais pas encore le dénouement. Donc là, elle me dit, ça passe pas par 36 000 complications ou discussions dans tous les sens. Et je crois qu'elle me dit juste un truc du style, écoute, j'ai pris ma décision, il faut qu'on arrête. Ma décision est prise, je vais pas revenir en arrière. Et là, forcément, je suis choqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi justement radical. Et à ce moment-là, je crois les premières secondes, j'essaye de négocier. Forcément en demandant des explications. Et je vois que c'est peine perdue. Donc voilà, quand je constate que il y a juste pas d'issue, en fait, je me tais, je dis plus rien, je prends mes affaires et je m'en vais. Et à ce moment-là, en partant, je crois que j'écris à une pote. Je lui racontais un petit peu. Je lui disais que ça sentait probablement le roussi. Donc à ce moment-là, je lui dis que cette fois, c'est confirmé, que je viens de me faire lourder. Donc là, je vais chez elle. Et puis, à ce moment-là, je vais en voiture. C'est vraiment cette sensation où c'est pas vraiment de la dissociation, parce que c'est pas hard à ce point-là, mais c'est un peu de la déréalisation où tu sais plus où t'es, tu sais plus comment tu t'appelles. T'as tout ton monde qui s'effondre, t'as le vertige. Plus rien ne compte, plus rien n'a de sens. Les trucs qui se passent autour, ça n'a pas d'importance. Donc je vais chez elle pour lui expliquer ce qui se passe, mais j'y vais complètement sonné, comme si je m'étais pris 12 droites de Tyson à son prime, donc ça sert pas à grand chose. Mais je la remercie d'avoir écouté, d'avoir été là. Et après, bizarrement, je rentre et j'arrive à trouver le sommeil, je crois. Pas un sommeil paisible, mais j'arrive quand même à dormir. Et puis, je me souviens que pendant des jours, ça a duré cette phase où on se rend pas compte de la réalité. Donc, on pense que c'est un mauvais rêve et que la réalité va reprendre son chemin comme avant. Mais en fait, non, ça n'arrive jamais. Donc, cette phase, elle a duré je sais plus combien de temps. Et après, comme tout choc, il faut un moment avant que ça prenne le plein potentiel de l'effet, l'effet qui se coule, quoi. Et j'ai continué à aller au taf, comme un bon petit soldat bien formaté. À l'époque, je réalisais pas en fait l'ampleur de ce qui venait de se passer.
Et j'avais peur de pas aller au taf et des conséquences, en fait, et même j'ignorais ce que je pouvais faire. À l'époque, je savais même pas que c'était possible de se faire arrêter pendant un certain temps. Euh, J'avais juste un médecin de famille, j'avais pas de thérapeute ni rien, donc aucune idée de ce qui était en mon pouvoir. Donc j'ai continué à aller au taf les mois qui ont suivi, et forcément je suis allé au taf comme un zombie, comme un mort-vivant. Déjà qu'à la base c'était un taf qui était pas approprié, donc en plus dans cet état-là, bah, j'ai quand même fait mon taf, mais c'était encore plus de difficultés pour arriver à mes fins, pour être rentable. Donc forcément ça s'est vu. J'ai essayé de communiquer au taf, d'expliquer ce qui se passait. Euh, Ça a été un petit peu compris, mais voilà, le capitalisme c'est impitoyable. Donc le premier jour on comprend, on dit ah ok, oui désolé, bah, peut-être tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Mais au bout de quelques jours, voilà, il faut reprendre son taf, il faut être productif, il faut avoir le sourire, il faut être dans l'équipe, il faut être motivé, etc. etc. Donc à ce moment-là, bah, je crois que j'en avais déjà parlé avant, mais licenciement, du coup chômage, du coup un pote qui m'a parlé de sa thérapeute, qu'il est allé voir pour des problèmes romantiques aussi, et qui m'a conseillé, du coup je suis allé là-bas. Et puis après 2 séances, elle m'a dit ouais, en fait, je vois pas ce que je peux faire pour vous. Donc ma porte d'entrée euh, de thérapie, ça a plutôt été une porte de sortie, genre merci, au revoir. Et ça m'a pas trop motivé à poursuivre les démarches, donc j'ai mis très longtemps avant de reprendre tout ça au sérieux et de réengager toutes les procédures pour une vraie thérapie. Donc une psychothérapie avec des professionnels adéquats à la hauteur de ce qui se passe. Donc à ce moment-là, c'est en 2015, je crois, et donc je suis au chômage. Cette thérapie a échoué. J'ai fait un petit peu d'hypnose vite fait. Ça a un petit peu aidé à faire quelques exercices, mais c'était un petit peu de l'huile essentielle sur une plaie ouverte, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et je faisais des postulations au pif pour le chômage. Donc bien sûr, là j'ai passé un petit peu quelques mois après, mais toujours dans un état de mort-vivant. C'est vraiment minute par minute. Je me souviens très très bien, la douleur était tellement violente que c'était est-ce que je vais survivre aujourd'hui? Est-ce que je vais survivre la prochaine heure? C'était vraiment événement après événement, tous les jours. Je me déplace à des endroits comme une carcasse vide. Est-ce que je vais réussir à passer cette journée? C'était vraiment cette modalité. Et bien sûr, le coup de grâce, ça a été quand elle a retrouvé quelqu'un peu de temps après. Et je sais qu'il faut pas faire ça, mais bon, voilà, à l'époque, j'étais pas trop rodé en termes de grosses ruptures. Donc on se suivait encore mutuellement sur les réseaux. Et du coup, je crois 1 mois et demi après, et en plus elle est partie genre 3 semaines ou 1 mois à Tahiti, je sais plus les timings, mais en gros c'était ça. 1 mois et demi, 2 mois, elle a posté une nouvelle photo avec son nouveau copain. Et ça c'est la deuxième, c'est l'achèvement en fait. C'est forcément quand il y a une rupture avec une personne qui compte autant, tu peux faire que espérer, se dire que elle va changer d'avis, que peut-être ça, on va pouvoir négocier, trouver quelque chose, trouver un arrangement, etc. Mais quand tu vois qu'il y a une nouvelle personne et que tu as été balayé, ça c'est vraiment le coup de grâce. Donc ça, je me souviens,
aussi très très bien, c'était vraiment une douleur intenable. Euh, je crois que j'étais à la cave ou je sais plus quoi, mais je me roulais par terre en fait tellement la douleur elle était physique. Et je pensais pas que c'était possible de souffrir autant, une douleur mentale qui se traduit autant dans le corps, c'était intenable. Bah, du coup, pourquoi cette rupture, en particulier était si difficile? Bah, en fait, c'est une relation, qui avait énormément compté pour moi, qui m'avait apporté, tellement de choses qui m'avaient manqué toute ma vie, en fait. Juste des choses simples à l'existence humaine comme, aimer, aider, être aidé, avoir une vie, intime, affective, pouvoir rendre service à quelqu'un, se sentir porté, de pas arrêter de faire les choses, tout le temps tout seul. Ça pour moi, c'était ultra précieux, donc effectivement perdre, cette relation, ça a été vraiment un chamboulement, catastrophique et je l'avais vraiment pas vu venir. Donc c'est pour ça que ça m'a affecté autant et autant d'années, en fait. Et du coup, ben, ça a fait des dégâts aussi, collatéraux parce que, bah, comme je l'ai dit au début, les amis, ils comprennent, mais après un certain temps, en fait, tout le monde commence à être fatigué de la négativité, hem, de ruminer toujours les mêmes sujets. Donc il y a un petit peu une double peine, de subir, ces événements, cette injustice et puis ensuite de se ramasser encore les conséquences parce que voilà, tous les troubles psychiatriques et les événements durs de la vie, les pertes amènent à de l'isolement social. Donc ouais, ça c'était un petit peu la double peine et c'était vachement, vachement dur parce que petit à petit la solitude prend racine et ça j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment un thème, qui est central dans ma vie et qui a été aussi, in inconsciemment, heu, exprimé dans mes productions artistiques et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte plus tard, en fait, en regardant en arrière dans ce que j'ai fait. J'ai vu que la solitude, c'était vraiment un thème, en filigrane, dans beaucoup de ce que j'ai produit et c'est vrai que ces périodes, où on se dit qu'on n'est pas assez on n'est pas assez bien, on n'est pas assez bien pour être aimé, en fait, tel qu'on est. On se sent profondément inadéquat, on n'arrive pas à redresser la barre. Ça, c'est des périodes, vraiment sombres. Donc, après cette rupture, ça m'a plongé là-dedans pendant un certain nombre d'années et ça, c'était très, très éprouvant. Et oui, ben, dans cette période, du coup, j'ai dû mobiliser, pas mal de ressources et puis une des ressources principales qui m'a sauvé, c'était l'art justement. En particulier la musique et comme j'ai dit, bah, j'étais dans un état, de zombie, de mort-vivant et je me souviens les seuls moments où je me sentais en vie, c'est quand j'arrivais à créer des chansons, à composer de la musique et à faire jaillir la créativité et créer quelque chose de nouveau. Donc ça, je me souviens, très nettement que c'était des périodes, enfin des moments en fait, de soulagement, quand justement c'était minute après minute et puis qu'on voit pas la fin d'une journée et qu'on se demande si on va arriver au bout. Hem, Pouvoir créer quelque chose dans l'instant présent en fait, ça m'a vraiment sauvé la vie et pour ça, je pense que aujourd'hui, à l'heure de l'IA où, le paysage artistique est pas mal chahuté et bouleversé, je me dis que c'est ce genre de raisons qui font que l'art et les artistes sont de toute façon nécessaires parce qu'il y a que
il y a qu'eux, en fait, qui peuvent documenter, ce que c'est que, être en vie. Et ça, la machine, elle pourra jamais le faire parce qu'elle est pas vivante et c'est une ressource qui a été ultra précieuse et ouais, pouvoir, mettre, ses émotions dans une création et éventuellement aider les autres à travers cette création, c'est vraiment quelque chose qui est très, très beau et qui a du sens et ça a été une ressource qui m'a beaucoup aidé dans ces périodes. À ce moment-là, je faisais des postulations pour le chômage et toujours dans cet état, de zombie, en fait, il y a une entreprise parmi les postulations au hasard qui a répondu et qui m'a convoqué pour un entretien et ça s'est plutôt bien passé et ils m'ont dit: «Écoute, là, on n'a pas de place, mais il y a une personne qui va bientôt peut-être partir, donc on te redit». Et ben, effectivement, ils m'ont redit et quelques mois après, du coup, enfin, je me désinscrivais du chômage et je commençais dans cette boîte et au début, ça s'est assez bien passé. Je me souviens que je disais, «Ouais, ma vie, c'est de la merde, ça va pas, ça va pas, ça non plus» et cetera, mais le taf, ça va. Donc les premières années, je me souviens que, en tout cas les 2-3 premières années, ça s'est assez bien passé et en fait, il y a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées dans cette boîte, donc en position, hiérarchique, de manager, voire associé, patron et ces 2 personnes très envahissantes ont progressivement, alors selon mon expérience, cannibalisé la boîte et l'ont modelée à leur effigie et ont influencé les 2 autres patrons qui étaient déjà en place et voilà, ça s'est envenimé avec les années. Ça s'est dégradé pour moi, en tout cas. Au niveau de la boîte en elle-même, ça allait. J'ai l'impression, les chiffres, de manière, au niveau économique, ça allait. Mais pour moi, pour mes conditions, ma manière de travailler, ça s'est vraiment empiré. Avec la pandémie, c'était, je pense, encore pire. Il y a vraiment eu une accélération de la rentabilité du travail, des méthodes, la manière de faire, de la surveillance, la rentabilité, de comment il fallait travailler, de mon rôle au sein de l'entreprise. Tout ça, pour moi, ça s'est vraiment dégradé. Ils ont influencé les autres patrons. Donc quand je suis arrivé, le train, il allait à, je sais pas, 50 km/h. Et de temps en temps, il y avait des pics à 80, 90. Et quand je suis parti, le train, il était constamment à 100 à l'heure, quoi. Donc vraiment, c'était plus possible. Mais l'équipe était super, l'équipe de collègues. Donc enfin, c'est à double tranchant parce on se cherche des excuses, mais c'est ça qui m'a fait tenir aussi longtemps. C'est parce que c'était centré en plein Lausanne, que les collègues étaient super, qu'on rigolait bien, qu'il y avait vraiment une good vibe. Donc ça participe au fait qu'on se cherche des excuses. Mais voilà, finalement, après 6 ans et demi d'agonie, non pas d'agonie, parce qu'au début ça allait bien, mais en tout cas les 3-4 dernières, c'était vraiment de l'agonie. Ça s'est de nouveau terminé par un énième licenciement, soi-disant pour des raisons économiques. Ils m'ont jamais vraiment dit pourquoi, mais je saurais jamais, mais je suspecte que on s'est fatigué mutuellement et puis que voilà, personne n'avait plus envie en fait. Et du coup là, à cette période, c'était 2021, j'ai eu le courage de rentamer des procédures de psychothérapie, donc de trouver, enfin, ouais, de me mettre dans l'idée de trouver un ou une thérapeute adéquat. Et j'en ai fait une dizaine avant de trouver quelqu'un qui correspondait. Donc c'était de nouveau
le parcours du combattant, mais j'ai trouvé quelqu'un qui correspondait bien, un psychologue et une psychiatre. Et du coup, à ce moment-là, ma psychiatre m'a pris au sérieux après le licenciement, après l'accumulation de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Du coup, elle m'a mis en arrêt à 100%, longue durée, et on a engagé les procédures, procédures de détection précoce pour l'AI. Alors en fait, pour l'AI, donc il y a eu une détection précoce ouverte par ma psychiatre à l'époque, et un premier rendez-vous avec le conseiller et un dossier médical à être rempli au fur et à mesure. Et voilà, j'avais plusieurs diagnostics déjà posés. Donc ça aide, je pense, d'être bien suivi. Et ils établissent du coup un petit peu un- un plan avec le conseiller. Et si notre, entre guillemets, candidature est recevable. Donc moi, j'avais quand même un certain dossier avec pas mal d'accumulation. Bien sûr, c'est au cas par cas, ça peut pas être copié-collé. Mais entre mes plusieurs affectations psychiatriques et puis l'accumulation au travail sur quand même 15 ans, voilà, j'avais quand même un bon dossier. Et puis, ça ouvre en fait un droit, donc soit au à l'organe de réinsertion, soit à la rente. Moi, mes affectations, elles sont pas suffisamment graves pour ouvrir le droit à la rente, donc ça a été basculé dans l'organe réinsertion. Et du coup, j'ai atterri à l'éveil où j'ai fait le premier entretien ici avec Giovanna, où elle m'a présenté un peu la mesure. Et puis, au début, c'est difficile. Quand c'est la première fois qu'on fait ça, c'est très difficile de se projeter et de voir en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Moi, ce qui m'a attiré, c'était le site internet qui était assez bien fait. C'était un atelier créatif. J'ai vu qu'ils proposaient pas mal d'ateliers différents. Au début, c'était assez difficile de m'intégrer parce que passer du monde de l'entreprise ultra performant et dynamique à des ateliers ultra protégés où on va très lentement, on n'a pas besoin de produire quelque chose. Il y a des gens de tous horizons qui sont là avec 12 000 parcours différents, euh, des histoires hautes en couleurs, des parcours cabossés dans tous les sens. Et au début, ça fait bizarre quand on connaît pas. Et en fait, assez rapidement, je pense qu'il m'a fallu peut-être un peu plus d'un mois pour me rendre compte en fait de la richesse du lieu et de comment convertir ce qui m'est présenté en quelque chose qui est utile pour moi. Et en fait, de bénéficier de toutes les histoires qu'on entend ici à l'éveil et de la richesse des parcours, en fait, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès dans la vraie vie. Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est des discussions qui n'ont absolument jamais lieu, c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés. Et puis dans la vie privée, à moins d'avoir une famille ou des amis qui sont particulièrement portés sur la santé mentale et l'adversité et la vulnérabilité, c'est clairement pas quelque chose auquel on a accès facilement non plus. Donc en fait, en venant ici, ça m'a rendu beaucoup plus humble en fait. Et encore, j'avais déjà fait un certain travail sur moi en thérapie, mais encore moins jugeant sur le fait que voilà, chacune fait de son mieux, tolérer d'autres réalités que la sienne, donc vraiment accepter en fait que ces autres réalités soient totalement différentes et que ces gens font pas du tout comme on penserait qu'il faudrait faire et que c'est quand même valable. Et aussi se rendre compte de la réalité de ces gens en fait, des luttes et des douleurs et des pertes et des chemins sinueux qui vont dans tous les sens
depuis des années et du coup de l'utilité de cette mesure aussi. Euh, Forcément au début je me disais mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas pour moi, c'est pas adapté. Et petit à petit, avec des ateliers que j'ai pu choisir aussi évidemment et ajuster ceux qui allaient vraiment pas, je les ai quittés, j'en ai choisi d'autres. Mais après quelques mois, j'ai vu quand même que c'était réparateur. J'ai vu les progrès des gens aussi. J'ai aussi vu que certaines personnes n'ont pas réussi. Donc il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain parce que la mesure s'arrête, parce qu'ils n'arrivent pas à la suivre. Bon, ça aussi, c'est une réalité. Mais il y a aussi des gens qui font du progrès. Et ça, c'est en fait des moments, c'est quelque chose qu'on voit pas immédiatement, mais c'est une somme de moments d'humanité qui font que petit à petit, on prend conscience de la préciosité du lieu et de la mesure et de qu'est-ce que ça nous apporte. Et un de mes ateliers préférés, c'était le développement personnel. C'est le premier que j'ai choisi, je pense, parce que c'était vraiment un espace en mode table ronde où on peut, entre guillemets, philosopher de plein de sujets différents. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai entendu des histoires de folie là-bas. Justement, j'ai eu accès, en fait, à des histoires de vie, des moments de vulnérabilité tellement improbables et tellement riches, des discussions qu'on n'aurait jamais, même autour d'un café ou informel en dehors. C'était vraiment très très fort. Et même si des fois c'était émotionnel ou ça partait dans tous les sens, ou il n'y avait pas trop de construction, on aboutissait sur rien de particulier. Le fait d'avoir cette authenticité, cette humanité, en fait, ça fait beaucoup réfléchir. C'est difficile de dire exactement ce que ça apporte, mais pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, j'ai toujours pris la comparaison de l'XP. Donc, la version de moi maintenant, elle a gagné de l'XP. Et je veux pas dire exactement ce que c'est. Donc, ce genre d'atelier, pour moi, je les ai vus comme un gain d'XP. Mais en gros, même si on enlève l'image de l'XP, ça fait grandir, je trouve. Donc, ça, c'est quand je suis arrivé à l'éveil. Et l'AI, en fait, ils accordent 6 mois de ça. On doit augmenter notre taux, donc c'est nos droits et nos obligations via l'AI. Donc on a le droit à cette mesure, mais on doit la suivre assez rigoureusement. On doit augmenter notre taux au fur et à mesure. Et après ce temps, il faut passer à l'étape suivante. Donc c'est la mesure socio-professionnelle de l'éveil. Donc on change d'endroit, on change d'atelier, on change de quotidien. Et du coup, là, c'est plus la même modalité, c'est plutôt en mode élaboration du projet professionnel, donc ça se rapproche quand même plus de l'ORP, ça fait quand même du bien, mais c'est plus thérapeutique. Mais voilà, c'est quand même, à terme, ça fait quand même du bien, c'est quand même protégé, c'est efficace. Justement, on va pas trop vite. Ça, je l'ai dit au début, j'ai mis un moment avant de m'adapter au fait de ralentir. Des choses que je devais faire en une demi-journée, en fait, je peux prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les faire, et puis ça va aussi. Ça, j'ai mis un moment avant de prendre le rythme et de me dire que c'était possible de fonctionner comme ça. En fait, ça fait du bien. On se rend compte que la vie, c'est pas forcément koh. Donc on n'est pas obligé de performer comme des oufs dans un temps donné tous les jours. On a aussi le droit de ralentir et de faire les choses bien.
Donc voilà, petit à petit, le projet professionnel se construit et heureusement, j'ai pu un petit peu prolonger. Ça m'a vraiment fait du bien et j'aurais encore prolongé si je le pouvais. Mais voilà, l'AI, contrairement au RI, on a quand même des obligations, donc ils peuvent pas, entre guillemets, ce qu'ils disent de payer dans le vide, voilà, pour des gens qui se réinsèrent jamais. Ils sont assez quand même regardants là-dessus, donc malgré tout, il faut avancer. Et puis, du coup, après ce parcours, donc de 6 mois, là, ça devient concret, où il faut clairement élaborer une idée de projet professionnel, et puis commencer à faire des stages dans la vie réelle, dans l'économie réelle en tout cas. Donc moi, j'en suis là, j'ai terminé toutes ces mesures, toutes ces étapes, et puis donc je fais des stages pour tester un petit peu mon positionnement. Moi, si je pouvais, je continuerais encore l'éveil. Donc ouais, c'est dur de quitter ça pour revenir dans l'économie réelle. L'économie réelle qui nous a amenés ici. Donc c'est dur de faire confiance de nouveau et d'adopter de nouveau une posture complètement différente qui n'est plus dans la thérapie ou la reconstruction. Maintenant, je suis en stage, je suis là pour être efficace. Donc on n'est plus dans la réparation. Et ça, en ce moment, ouais, c'est assez difficile. Donc je pense que j'ai encore besoin d'explorer, de tester des choses. Même si j'aime bien faire les scénarios dans ma tête, je dois accepter qu'il faut juste que je teste. Et que avant de sculpter la réalité dans ma tête, je dois me laisser sculpter par la réalité. Enfin, en tout cas, baisser les a priori, garder cette ouverture, tester à gauche, à droite. Et voilà, je pense que ce sera ça pour le plan pour le futur. Vous venez d'entendre le témoignage de Jonas, raconté par ses soins en août 2025. Tous les témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'éveil et sur base de volontariat. Production et droit, l'éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Toutes les informations concernant l'éveil sur www.aeveil.ch.